Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Djamali Leil, je suis ingénieur application chez Omicron France, basé dans notre bureau de Grenoble. En préambule de notre congrès des utilisateurs 2022, nous allons vous faire une introduction à la norme CEI 61850. Nous allons commencer par une introduction sur les principaux termes utilisés par la norme CEI 61850. Pour cela, nous allons nous intéresser aux différents échanges que l'on peut rencontrer dans une sous-station, à commencer par une sous-station conventionnelle. Donc, dans une sous-station, on a plusieurs niveaux de tension, à commencer par le niveau HT, dans lequel on va retrouver les appareillages haute tension, donc les réducteurs de mesure, transformateurs de courant, transformateurs de tension, les organes de coupure, disjoncteurs, sectionneurs, et puis des transformateurs de puissance. On a ensuite un niveau basse tension dans lequel on va retrouver les relais de protection, les contrôleurs de tranche. Et entre ces deux niveaux, on a des échanges d'informations qui sont réalisés de manière filaire. On a par exemple les valeurs analogiques de courant et de tension qui sont envoyées des réducteurs de mesure vers les relais de protection et contrôleurs de tranche. On a les envois d'ordre de déclenchement de disjoncteurs envoyés par les protections vers les disjoncteurs. Et on a également des échanges d'informations entre les contrôleurs de tranche et puis les organes de coupure, comme par exemple tout ce qui est ordre de manœuvre d'appareillage haute tension. Nous avons ensuite le niveau sous-station, dans lequel on va retrouver les postes opérateurs locaux et également éventuellement un centre de téléconduite à travers un routeur ou une passerelle. C'est les informations qui vont entre les équipements du niveau BT vers le niveau station sont réalisées à travers un réseau de communication suivant un certain protocole. On peut retrouver par exemple le protocole Modbus, Profibus, DNP3 ou également des protocoles propriétaires. Dans ce cas, on peut être amené à devoir réaliser des conversions de protocoles pour pouvoir communiquer entre des équipements de plusieurs fournisseurs. Basculons maintenant dans une sous-station CEI 61850. Le niveau HT que nous avons vu précédemment, donc qui regroupe les appareillages haute tension, va désormais s'appeler un niveau process ou process level en anglais. Il correspond aux appareillages HT dont les signaux vont être numérisés, donc soit par une merging unit pour ce qui concerne les valeurs analogiques de courant et de tension, soit par ce qu'on va appeler une switch control unit pour les organes de coupure. Ensuite, on a le niveau BT, toujours constitué des équipements de protection et des contrôles de tranche, qui va désormais s'appeler niveau tranche pour Bay Level en anglais. Et ces équipements vont avoir le nom générique de B Control Unit ou BCU. L'ensemble de ces équipements, donc le Switch Control Unit, Merging Unit et B Control Unit, vont avoir le nom générique d'IED pour Intelligent Electronic Device. La transmission d'informations entre les équipements du niveau process et du niveau tranche se réalise désormais de manière numérique via un réseau de communication que l'on va appeler le process bus. Ensuite, au niveau station, on retrouve à nouveau le poste opérateur local et le poste opérateur distant, centre de téléconduite. Et cette fois-ci, le réseau de communication qui permet d'échanger les informations entre le niveau tranche et le niveau station va désormais s'appeler le Station Bus.
La portée de la norme CUI 61850 est donc d'harmoniser ces échanges d'informations pour permettre au maximum l'interopérabilité entre des équipements de plusieurs constructeurs. Pour cela, la norme est bien plus qu'un simple protocole de communication. Elle définit en quelque sorte plusieurs étapes qui vont permettre de mener à bien l'échange et la transmission d'informations. Si on veut faire l'analogie avec le langage, si on veut pouvoir communiquer entre deux personnes, on va d'abord définir le vocabulaire, donc tous les termes qui vont être utilisés pour pouvoir communiquer. Donc ce vocabulaire dans la norme CUI 61850 va s'appeler le data model, en quelque sorte le dictionnaire de tous les termes qui seront utilisés. Une fois qu'on a défini tout le dictionnaire, il faut définir la syntaxe, comme la grammaire, que l'on va employer pour pouvoir réaliser une phrase correcte et compréhensible. Cette syntaxe, dans la norme CUI 61850, va s'appeler les services. Une fois que la syntaxe a été définie, il faut maintenant préciser par quels moyens seront transmises ces informations, par quels moyens physiques. Et c'est ce qui va s'appeler le mapping, qui représente en quelque sorte le codage de l'information vers le véritable réseau de communication. Ensuite, la norme définit également le concept d'ingénierie SCL, qui correspond en quelque sorte au format de fichier lié à la configuration des IED et du système. Et finalement, elle définit également toute la partie test, à commencer par les tests de conformité et de performance, pour pouvoir valider un équipement conformément à la norme. Mais par contre, elle ne va pas imposer la réalisation des tests fonctionnels. Par contre, elle va mettre à disposition certains outils qui vont permettre de réaliser des tests sans impacter le fonctionnement du reste de l'installation. C'est ce que nous verrons plus tard sur l'indication de simulation et les différents modes de test. Nous allons commencer par expliquer donc la définition du vocabulaire commun utilisé pour échanger les données, à savoir le data model. Le data model correspond à une structure hiérarchique des données. Cette structure est constituée de 5 niveaux hiérarchiques. Le premier niveau est le niveau qu'on va appeler Physical Device. Il correspond en quelque sorte à l'équipement physique, c'est-à-dire à l'IED, que l'on appelle également serveur. Cet équipement physique possède un ou plusieurs points d'accès qui permettent de le relier à un réseau de communication. À l'intérieur de cet équipement physique, on va retrouver ce qu'on va appeler des logical devices, qui correspondent en quelque sorte à des dossiers dans lesquels on va structurer les données. Et donc on peut avoir plusieurs logical devices en fonction de l'implémentation de l'IED. À l'intérieur du logical device, on va retrouver les logical nodes, qui sont les fonctions propres à une application. On va avoir par exemple les fonctions de protection, des logical nodes qui vont décrire les fonctions de protection, ou les organes haute tension, comme l'exemple décrit ici, avec un logical node représentant un disjoncteur. Pour chaque logical node, on va avoir des data objets, qui sont des données, des variables qui permettent de décrire une fonction particulière, un logical node particulier. L'exemple donné ici est le data objet position, donc il va donner la position du disjoncteur. Et pour chaque data objet, on va avoir plusieurs attributs qui vont donner la valeur de la donnée.
on va avoir par exemple l'attribut stval qui correspond à la valeur de la position. Donc on a ouvert, position fermée, position indéterminée. On a également un attribut Q pour la qualité qui permet de donner des indications sur la validité de la donnée. Nous verrons un peu plus tard un exemple d'utilisation de cette valeur de qualité. Également un autre attribut qui est le T, donc pour le timestamp, à savoir l'horodatage de la donnée à l'origine. Donc si on reprend cette structure avec une autre représentation, on a d'abord le physical device. À l'intérieur, on a plusieurs logical devices en fonction des applications. Donc on a par exemple une application pour le contrôle, une application protection, une application mesure, et ainsi de suite. À l'intérieur de chaque logical device, on va avoir des logical nodes correspondant à l'application. Pour chaque logical node, on va avoir des data objets. Et pour chaque data objet, on va avoir des data attributs correspondants. Et la norme 61850 va imposer la terminologie des logical nodes, des data objets et des data attributs. Alors que pour le physical device et le logical device, la norme laisse le libre choix au constructeur ou à l'utilisateur de pouvoir nommer le logical node et les logical device à sa convenance en utilisant son propre lexique. Nous allons maintenant nous intéresser à la dénomination des logical nodes. Ces logical nodes sont constitués de 4 caractères. La première lettre va représenter l'indicateur de groupe auquel appartient le logical node. Et les 3 lettres suivantes vont représenter la fonction spécifique. Donc la norme définit plusieurs types de groupes. Donc on va retrouver avec la lettre P, par exemple, les fonctions de protection. Avec la lettre X, tout ce qui est organe de coupure. La lettre A pour les automatismes. Et ainsi de suite. La lettre M pour les mesures. Ensuite, les trois lettres suivantes vont donner la fonction propre au logical node. Si on prend l'exemple ici des fonctions de protection, on a le logical node PDIF qui correspond à une fonction de protection différentielle. On a le logical node P10 qui correspond à une fonction de protection distance. Puis le logical node PTOC, donc TOC pour Time Over Current, à savoir une protection maximum de courant temporisée. Un autre exemple avec l'indicateur de groupe X. Donc on a un logical node XCBR pour Circuit Breaker, donc à savoir disjoncteur, et XSWI pour Switch, à savoir sectionneur ou sectionneur de terre. Nous allons à présent voir quelques exemples de lecture d'un signal dans lequel on retrouve la structure hiérarchique que nous avons précédemment décrite. Dans cet exemple, dans le premier exemple, nous avons d'abord le physical device, ISIO CB, le logical device, CB, et à l'intérieur, on retrouve le logical node, XCBR pour un disjoncteur, la position, et la valeur stval de la position du disjoncteur. Dans ce deuxième exemple, nous avons l'IED, Physical Device, qui s'appelle P14DH-14. On se trouve dans le Logical Device Protection. Et on a donc la fonction de protection, donc le Logical Node PTRC1, dans lequel on va chercher le data objet TR pour trip, savoir déclenchement. Et dans ce data objet TR, on va s'intéresser à l'attribut général. Donc, ce signal correspond à un déclenchement général de la fonction de protection
PTRC1 qui se trouve dans Logical Device Protection du Physical Device qui s'appelle P14DH14. Et enfin, le dernier exemple, on est toujours dans le Physical Device P14DH14. Cette fois-ci, on est dans un autre Logical Device, Measurement, et dans lequel on trouve le Logical Node, donc avec les 4 caractères MMXU, donc c'est un Logical Node qui appartient au groupe mesure, et pour lequel on a défini un préfixe, donc valeur primaire RMS, et dans ce Logical Node, on retrouve en fait plusieurs niveaux. On a la possibilité de trouver aussi plusieurs niveaux de data objet, ce qui est le cas actuellement. Donc on a le premier niveau de data objet qui représente la tension simple. Le deuxième niveau représente la phase, donc c'est la phase A. Et puis on a également plusieurs niveaux de data attributs. On retrouve Cval, la valeur, mag pour l'amplitude et f pour une valeur flottante. Donc ce signal représente la valeur flottante de l'amplitude de la tension simple phase A qui se trouve dans ce Logical Node et dans le Logical Device mesure du Physical Device P14DH14. Donc de par cette structure hiérarchique, on arrive à retrouver, à identifier de manière précise et unique un signal bien spécifique. Nous venons de voir comment est défini le vocabulaire des données dans un environnement CUI 61850. Nous allons maintenant nous intéresser au mode de transmission de ces données à travers ce que l'on va appeler les services. On va distinguer deux types de services. D'abord les services temps réel qui fonctionnent sur le principe d'une communication multicast ou multidiffusion. Le principe est le suivant. On a un IED émetteur qui va publier une information sur le réseau et cette information va ensuite être récupérée par différents abonnés qui peuvent être soit d'autres IED, un système de supervision ou également un outil de test. Le deuxième mode de transmission, c'est la communication client-serveur, communément appelée MMS. Dans ce cas, on a un client qui, dans un premier temps, envoie une requête vers un serveur et le serveur va répondre à la requête envoyée par ce client. Donc l'information qui transite, c'est une information point à point entre deux automates. De la même manière, on peut également avoir un outil de test qui va prendre le rôle de client et qui va envoyer une requête à un serveur. Et ce serveur va répondre à la requête de ce client particulier. Donc, dans une sous-station numérique, on va avoir différentes exigences en matière de communication, en fonction, par exemple, de la rapidité à laquelle on souhaite transmettre les signaux. Donc, la norme définit différents types de services classés dans les deux catégories que nous venons d'évoquer. Donc, dans les services temps réel, on va retrouver la transmission d'informations provenant des merging units, donc les valeurs de courant et de tension qui sont numérisées. C'est ce que l'on va appeler les sampled values, ou valeurs échantillonnées. Ensuite, on va avoir des échanges rapides inter-IED pour, par exemple, tout ce qui est application de protection, des envois d'ordre de déclenchement, d'ordre de sélectivité logique, d'accélération de stade. Et ces signaux, on va les appeler des GOOS. Ensuite, on va avoir donc, les services client-serveur, où on va retrouver les ordres de commande, d'ouverture d'organes haute tension. On va retrouver la transmission d'informations de configuration, par exemple pour changer la configuration d'un IED à travers un PC d'ingénierie.
Et on va avoir tous les échanges d'informations pour de la supervision vers un système de supervision. Donc c'est les remontées de télésignalisation, télémesure par exemple. Et tout cela va rentrer dans la famille des services client-serveur. Donc pour récapituler, nous avons les services temps réel qui sont utilisés surtout pour la communication inter-équipement. Leur caractéristique est qu'ils sont utilisés pour des échanges d'informations qui nécessitent un temps de traitement critique. C'est de la communication multidiffusion, c'est-à-dire on a un émetteur et plusieurs abonnés. Et on n'a pas de confirmation de réception, c'est-à-dire l'émetteur publie sur le réseau et ce sont aux abonnés d'aller s'abonner à la bonne information. Donc les exemples d'applications, ce sont la transmission des signaux goose et des sampled values. Ensuite, on a les services client-serveur qui sont utilisés pour la communication entre un système de supervision et les équipements du terrain. Leur particularité, c'est que ces échanges d'informations ne sont pas critiques en termes de temps. C'est de la communication point à point entre un client et un serveur particulier. Et on a un principe de confirmation de la bonne réception du message. Et donc les exemples d'applications, ce sont par exemple les requêtes de lecture ou d'écriture de valeurs, les requêtes de contrôle, commande, donc pour envoyer des ordres d'ouverture ou de fermeture d'organes haute tension. Également les reports, qui sont les remontées de télésignalisation ou de télémesure vers le système de supervision. Nous venons de voir à travers les services les différents types d'échanges d'informations. Nous allons maintenant voir comment ces informations sont transmises physiquement sur le réseau de communication à travers ce qu'on va appeler le mapping. Ce mapping permet d'assurer la stabilité à long terme de la norme. Le principe consiste à séparer l'application de la technologie de communication. L'application a vocation à rester stable sur le long terme. En effet, les éléments du data model, comme par exemple la position du disjoncteur, les valeurs de courant, de tension, ne risquent pas d'évoluer considérablement. À l'inverse de la technologie de communication qui, elle, est soumise à des évolutions rapides. Aujourd'hui, par exemple, la norme utilise la technologie basée sur l'Ethernet et le TCP/IP, mais demain, une technologie plus performante pourrait voir le jour. Le mapping consiste donc à lier ou coder les messages pour être transmis informatiquement par la technologie existante. Et en cas d'évolution de ces technologies de communication, il n'y aura uniquement qu'à changer le mapping, ce qui permet d'assurer une stabilité à long terme de la norme. Nous venons de voir les différentes étapes qui permettent d'envoyer les données sur un réseau de communication. Nous allons maintenant décrire la façon de configurer les IED pour permettre la réalisation d'échanges d'informations en expliquant le concept des fichiers SCL. Le concept SCL pour System Configuration Language est un format de fichier qui est basé sur le langage XML. C'est une famille de fichiers qui va permettre de donner la configuration du système de communication global et de permettre l'interopérabilité entre les outils d'ingénierie des différents constructeurs. Un fichier SCL peut contenir différents types d'informations, comme par exemple les informations liées à la sous-station, donc la topologie du poste, les niveaux de tension, les informations liées aux IED et les informations de communication, à savoir les différents types d'échanges. Et donc pour cela, on va avoir plusieurs types de fichiers SCL en fonction des informations qui seront présentes. Ces fichiers sont créés à travers deux outils.
l'outil de configuration de l'IED et l'outil de configuration système. On va avoir un premier type de fichier qui s'appelle le SSD, qui lui contient la spécification complète du système, y compris le schéma unifilaire du poste, sa topologie et ses fonctionnalités, donc les différents nœuds logiques, ainsi de suite. Il va comprendre une partie sous-station et des modèles de type de données. Ensuite, on va avoir les fichiers ICD qui, eux, sont issus du logiciel de configuration de l'IED. Donc, chaque IED va avoir son propre fichier ICD qui contient la structure du data model de l'IED, avec ses différents logical nodes, sa structure complète, ainsi que tous les reports, tous les GUIs qui sont mis à disposition par l'IED. Ensuite, dans l'outil de configuration du système, on va importer tous les fichiers ICD des IED dont on a besoin, et on va créer tous les liens et tous les échanges entre les IED. Donc les liaisons, les différents GUIs, les abonnements, les différents émetteurs et abonnés, et ainsi de suite. Et on va en générer un fichier SCD qui, lui, va contenir la configuration du système global. À partir de ce fichier SCD, on va en extraire des fichiers CID qui, eux, contiennent la configuration propre à chaque IED et qui doit être importé dans le logiciel de configuration de l'IED pour être ensuite chargé dans les IED, dans les différents IED correspondants. Ensuite, si au cours du projet ou lors par exemple du cycle de vie du poste, on apporte des modifications relatives à la transmission d'informations, comme par exemple l'ajout d'un signal supplémentaire dans un report ou dans un GUIS, au lieu de partir de 0 avec un fichier ICD, on va générer un fichier IID qui va ensuite être importé de nouveau dans le configurateur système pour permettre la mise à jour du fichier SCD. Et une fois que ce fichier SCD est mis à jour, il faudra bien évidemment penser à charger les modifications correspondantes dans les IED correspondants. Enfin, le dernier type de fichier est le fichier SED qui lui permet la transmission d'informations entre deux postes. Voilà. Et ces deux derniers types de fichiers, donc les fichiers IID et SED, ont été introduits à partir de l'édition 2 de la norme. Nous venons de voir comment sont configurés les IED à travers les fichiers SCL. Nous allons maintenant aborder la réalisation des tests des IED afin de vérifier leur configuration. Donc, prenons l'exemple des tests des protections, avec d'abord un rappel sur les tests dans un poste conventionnel. Donc, dans ce cas, nous avons le relais de protection que nous voulons tester, avec l'équipement de test pour lequel nous allons câbler les valeurs analogiques de courant et de tension vers les entrées analogiques de la protection. Et on va venir récupérer les entrées, les sorties binaires des ordres de déclenchement des protections vers l'équipement de test. Dans un environnement 61850, l'équipement de test va injecter des sample values, on va publier des sample values sur le réseau. Ces sample values vont être récupérés par l'IED et l'IED va publier des messages GUIS qui vont venir être récupérés par l'équipement de test. Donc la norme 61850 n'impose pas la façon de réaliser les procédures de test. Par contre, des fonctionnalités de test sont définies pour pouvoir isoler virtuellement les équipements testés de l'ensemble du réseau. Si on reprend l'exemple des tests dans les postes conventionnels, pour réaliser les tests de protection, on va utiliser des
prises de test ou des boîtes à bornes d'essai qui vont permettre d'isoler la protection et de n'injecter des courants et des tensions uniquement sur cette protection et pas sur l'ensemble de l'installation. De même, au niveau de ces prises de test, on va venir isoler les ordres de déclenchement émises par la protection pour éviter d'aller déclencher le disjoncteur. Dans un environnement 61850, ces prises de test vont être remplacées par deux fonctionnalités, l'indication de simulation et les modes de test. Nous allons expliquer maintenant dans le détail chacune de ces fonctionnalités. Commençons d'abord par l'indication de simulation. Celle-ci concerne uniquement les messages goose et les sample values. Le principe est le suivant. Lorsqu'on est en fonctionnement normal, on a un IED 1 qui publie un message goose vers un IED 2. Lorsque l'on veut tester cet IED numéro 2, on va utiliser donc un équipement de test qu'on va connecter au réseau. Et cet équipement de test va publier le même message goose, mais avec une indication de simulation. Et cette indication de simulation permet de marquer le signal émis par l'équipement de test comme étant simulé, donc ne provenant pas du process réel. Et pour que l'IED que l'on souhaite tester accepte ce message goose avec l'indication simulée, il va falloir modifier la variable qui se trouve dans le logical node LPHD, donc c'est la variable data-objet sim dans le logical node LPHD, et il va falloir la passer à vrai, true, pour que l'IED en question n'accepte plus le message goose réel provenant du process, mais celui envoyé par l'équipement de test. Passons maintenant au mode de test. Dans un premier temps, lorsque l'IED est en fonctionnement normal, les données qui sont envoyées par cet IED via les goose, les reports, ou même également les échanges client-serveur, sont envoyés avec des attributs de qualité qui sont à false. L'attribut QTest est à false, donc à faux. Par conséquent, tous les autres IED destinataires du message, et qui sont eux aussi en mode normal, vont accepter et traiter ce message. Lorsque l'IED est en mode test, les données sont envoyées, toujours via les services goose ou les reports, avec des attributs de qualité QTest qui sont à vrai. Par conséquent, tous les autres IED qui sont restés en mode normal n'accepteront pas le message, ce qui permet d'isoler l'IED qui est en cours d'essai du reste de l'installation et permet par exemple d'éviter d'envoyer un ordre de déclenchement intempestif vers un disjoncteur qui serait toujours en exploitation. Il faut donc bien distinguer les modes de test de l'indication de simulation. L'indication de simulation est émise par un équipement de test qui ne concerne que les goose et les sample values, alors que les modes de test, à travers l'attribut qualité QTest, est émis par un IED réel et concerne tout message émis sur le réseau. Enfin, nous allons terminer cette présentation par la notion de synchronisation horaire. Il existe deux types de systèmes de synchronisation horaire. Des systèmes qui vont utiliser un câblage externe au réseau de communication. Comme c'est le cas ici, nous avons différents équipements qui sont connectés à un réseau. Et on a un système de synchronisation horaire qui va utiliser un câblage supplémentaire, un câblage externe. C'est le cas par exemple de l'IRIG-B ou des signaux PP et PPX. Puis on a d'autres types de systèmes de synchronisation qui, eux, sont directement connectés au réseau de communication. C'est le cas par exemple du NTP, SNTP ou du système PTP.
La synchronisation horaire est importante pour toutes les applications qui nécessitent une synchronisation et les différentes mises en œuvre reposent sur des technologies matérielles différentes et répondent à des exigences de précision différentes. L'horodatage des événements, par exemple, et les échanges entre IED pour la transmission de messages GOOS doivent avoir une plage de précision de l'ordre de la milliseconde, ce qui peut être réalisé à travers la synchronisation des systèmes NTP ou SNTP. A l'inverse, si on prend des applications comme la synchronisation des sample values ou la synchronisation des phases entre IED, voire même des applications comme la localisation de défauts d'ondes de propagation, eh bien, la norme exige dans ce cas une synchronisation avec, dans la plage de précision de la microseconde. Et cette plage de précision peut être réalisée à travers les systèmes PTP ou PPS. Pour résumer, on a un système de synchronisation horaire, des systèmes de synchronisation horaire via le réseau de communication et des systèmes de synchronisation horaire via un câblage externe, chacune avec des précisions données et qui vont être adaptées pour chaque type d'application. Les applications type Station Bus comme les échanges client-serveur ou GOOS vont plutôt utiliser le système NTP ou SNTP, alors que des applications Process Bus, comme par exemple les Sample Values, vont, elles, nécessiter une synchronisation des systèmes PTP ou PPS si on se place dans le cas d'un câblage externe au réseau. Merci pour votre attention et à bientôt lors de notre congrès des utilisateurs.